Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Ce matin, on s'intéresse à la PQR, la presse quotidienne régionale. En Bretagne, Ouest France et le Télégramme sont des institutions. Comment se porte la PQR du papier au numérique? Quels sont les enjeux? Et on parlera également de la semaine de la presse à l'école qui a lieu en ce moment. D'ailleurs, partons retrouver Evan qui nous fait découvrir ce matin les coulisses d'un journal local. Chut, Anne Fonté, j'étais en pleine lecture. Bon, c'est pas grave. Bonjour à toi et bonjour à vous à la maison. Comme tu le disais, émission spéciale consacrée à la presse quotidienne régionale. C'est pourquoi ce matin, je vous propose de découvrir les coulisses de la rédaction de la Chronique républicaine. C'est le journal local du côté de Fougères. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Alors ce journal, il existe depuis 1837, donc ça fait presque 140 ans. On a fêté les 180 ans, 180 ans en 2017. Alors, de toute façon, oui, c'est vrai qu'on s'y perd tellement oui. Racontez, j'ai jamais été bon en maths. Racontez-nous l'histoire de ce journal brièvement. Alors brièvement, oui, c'est une vieille dame. Donc c'est un des plus vieux journaux de France, un des plus vieux journaux de France, 1837, qui a été créé par un imprimeur en fait au départ, et qui a après vécu sa vie, traversé des crises, des guerres. Il a arrêté de paraître pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, donc, il a continué à se développer. Toujours, alors la spécificité de ce journal, c'est que c'est un hebdomadaire d'information locale qui n'est donc jamais sorti de son arrondissement du pays de Fougères. Donc c'est vraiment un journal qui est très ancré dans son territoire. Alors si vous êtes intéressé, vous avez édité une sorte de récap de 180 ans. Oui, les 180 ans, donc ça c'était il y a déjà donc en 2017. Attendez, montrez-le à Fabrice à la caméra. Voilà, Fabrice. En même temps, expliquez-nous comment est-ce qu'un journal donc, qui date de 1837 a pris le virage du numérique. Alors le virage numérique, il a été pris beaucoup plus tard, effectivement. Oui. En fait, on a pris le virage numérique de manière un petit peu obligatoire, puisque les modes de consommation de l'information, si on parle simplement, ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de la population, notamment les jeunes, qui étaient moins tournés sur le papier, beaucoup plus sur leur téléphone, Internet, les réseaux sociaux. Donc, il y a quelques années, on a pris ce virage en s'appuyant sur l'information qu'on publiait sur notre journal papier et qu'on a mis donc sur Internet. Alors, on a commencé petit et aujourd'hui, on a restructuré l'ensemble de notre offre Internet sur un site qui s'appelle actu.fr. Donc en fait, c'est une plateforme Internet qui regroupe les sites de tous les hebdomadaires du groupe Publihebdo auquel on appartient. Donc il y a une centaine d'hebdomadaires. Alors l'avantage de cette formule, c'est que ça permet en fait de partager les contenus de manière beaucoup plus large et de les sortir du pays de Fougères. Si par exemple on a de belles histoires qui concernent ou des faits marquants de l'actualité, avant, il restait sur le site internet du journal de Fougères, de la Chronique. Maintenant, on a la possibilité de les partager à l'autre bout de la Bretagne, voire en Normandie. Et ça vous a permis d'ailleurs des fois de faire plus d'1 million de clics. Et voilà, donc et grâce à ça, on a pu développer nos audiences et faire effectivement, sur un seul article, on peut dépasser les 100, 200, 300 000 vues sur un seul article. Comme quoi, journal papier et journal en ligne ont encore un bel avenir. On va continuer à en parler. On a rendez-vous là-haut avec le rédacteur en chef, parce qu'apparemment, Anne Fonté, tu es dans le prochain numéro. On se retrouve tout à l'heure. J'ai hâte de voir ça tout à l'heure, Evan. Et ce matin, c'est aussi la presse quotidienne régionale qui s'invite sur nos écrans à France 3. Avant d'entendre nos invités, tour d'horizon des enjeux. Pas évident d'avoir des infos sur ce qui se passe dans le coin. C'est pas vrai, tu peux lire le journal local. Aujourd'hui, la PQR, la presse quotidienne régionale, est lue chaque mois par 43 millions de Français, soit 81,4% de la population sur l'ensemble des supports. Papier, Internet, mobile et tablette. On pourrait dire qu'elle ne va pas si mal. Et pourtant, le chiffre d'affaires global de la PQR a chuté de presque 20% en 10 ans. Mais 2020 marque un tournant. La fréquentation des sites en ligne de la presse régionale a explosé, plus 24,5%. Mieux que les quotidiens nationaux, 7,8%. Le désir de s'informer sur la Covid-19, conjugué à l'impossibilité de se déplacer et à la fermeture de certains points de vente pendant les confinements, ont boosté le processus de transition du papier vers le numérique. Mais pour profiter à long terme de cet engouement,
L'enjeu pour la presse locale est maintenant de capter durablement ce nouveau lectorat, plus jeune, avec des abonnements payants, en valorisant l'information de proximité, et aussi de renouveler un contenu éditorial parfois perçu comme vieillot et pas assez indépendant. Bienvenue dans la nouvelle ère de la PQR. Et avec nous ce matin, François-Xavier Lefranc, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de Ouest France. Marie-Aimée Biosca, vous êtes enseignante, formatrice et membre du Clémy-Bretagne, centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Et avec vous tout à l'heure, Laure-Anna Galéandro-Diamant, nous parlerons de votre association Bulle Solidaire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, fort d'un tirage de 650 000 exemplaires, Ouest France est toujours le premier quotidien en France. Cette position de premier de la classe, comment on la vit depuis des années ? Exactement, c'est le premier quotidien francophone au monde par sa diffusion. Je ne le savais pas. Être premier, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on parle à nos lecteurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de grands journaux et de petits journaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle à nos lecteurs, est-ce qu'on les intéresse, est-ce qu'on leur est utile. Et en ce moment, Dieu sait s'il faut être utile. Et c'est ça la vraie question. Autrement dit, le temps qu'on passe à se dire « nous sommes les premiers », à mon avis, c'est du temps de perdu. Il faut mieux se concentrer sur ce qu'on fait. Essayer de bien le faire. Voilà un peu comment on travaille. Voilà notre état d'esprit. Et comment on arrive à maintenir 650 000 tirages par jour ? Écoutez, il y a quand même quelque chose qui sous-tend. Oui, alors on travaille beaucoup l'information locale. Ouais. Et Dieu sait si les gens sont attachés à la vie locale. En ce moment, finalement, on se replie sur la vie locale. Les gens sont attachés à la vie internationale. Donc nous, on pense que les deux sont importants. Et c'est sans doute ça la recette de Ouest France, c'est-à-dire qu'on parle de la vie locale et on parle de la vie du monde. Et on pense même que on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Voilà. Et c'est en réussissant, ou en essayant de réussir, ce grand écart entre la vie locale et la vie internationale, pour précisément montrer que c'est la même chose, on est sur une planète, voilà. C'est sans doute le début de la recette. Après, il faut essayer de bien travailler, il faut essayer de, si on parle du journal, de le diffuser à l'heure, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent dans la nuit pour porter le journal à domicile, vous voyez, c'est toute une chaîne humaine qui se met en route, voilà. Et le plus grand changement aujourd'hui, c'est cette attention qui est portée au numérique. Parce qu'aujourd'hui, ça se compte en millions, le nombre de visiteurs sur Ouest France. Oui, c'est même... Par mois, c'est 180 millions de connexions par mois, donc c'est des chiffres assez énormes. Et il faut comprendre que 70% de cette audience se fait hors de l'Ouest. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des lecteurs dans le monde entier, nous avons des lecteurs dans toutes les régions françaises, nous avons évidemment beaucoup de lecteurs dans l'Ouest, et on n'a jamais autant lu Ouest France qu'aujourd'hui, sauf qu'on nous lit sur des supports numériques, et bien sûr sur le journal. Voilà. Et c'est un ensemble. Et ce changement, il date de quand ? Vous savez, l'information numérique, ça a bientôt 20 ans, en fait, ça a même plus de 20 ans. Et l'accélération, elle s'est faite ces 10 dernières années. 2020 est une année de très forte accélération, on en reparlera, du fait de la crise. Mais maintenant, nos lecteurs nous lisent sur plein de supports. Il faut être là où ils sont. On parlera des jeunes, je crois. Eh bien, il faut être là où ils sont. Il ne faut pas leur demander de venir nous chercher. Il faut que nous, on aille vers nos lecteurs. Vous le disiez, vos lecteurs viennent... en dehors de la Bretagne. Il n'y a pas que le local dans votre édition. Vous avez décidé aussi de vous ouvrir. Oui, alors, depuis toujours, Ouest France démarre toujours par l'international. On pense que c'est important. D'ailleurs, Ouest France est né en 1944, donc au soir d'une grande crise internationale. Ouest France s'est toujours battu pour la Constitution européenne, donc on pense que la vie internationale, c'est essentiel. Voilà. Donc on commence par ça, et puis on parle aussi, évidemment, de la locale dans toute sa diversité, parce qu'on a beaucoup d'éditions. On parle de l'international. Cette semaine, c'est aussi la 32e édition de la Semaine de la Presse à l'école, organisée par le Clémy, dont vous êtes membre. Et le thème cette année, c'est s'informer pour mieux comprendre le monde. Vaste objectif. Oui, et un retour aux fondamentaux en même temps, sur le pouvoir de l'information et ses nécessités. Monsieur Lefranc n'a pas évoqué les valeurs aussi qui font sans doute le succès de ce quotidien régional et qui sont partagées dès l'origine dans l'éducation aux médias, les valeurs d'éducation à la démocratie. Est-ce que vous croyez que l'information fait de bons citoyens ? Oui, alors c'est l'éducation aux médias à la française est fondée sur cette conviction-là, sur la conviction de l'intérêt, de la nécessité absolue de former les citoyens à comprendre les mécanismes et le monde. Et ça veut dire aussi mieux s'informer à l'heure des réseaux sociaux et des fake news qui pullulent. Oui, évidemment. Grand combat. Grand combat, grand renouvellement aussi des enjeux de l'éducation aux médias depuis quelque temps.
Et donc, effectivement, c'est intégré maintenant dans nos dispositifs. D'ailleurs, l'année dernière, dans le contexte que l'on connaît, ça n'a pas été la semaine de la presse et des médias à l'école, mais la semaine de la presse et des médias à la maison. Et le Clémy s'est adapté à cette situation et d'ailleurs continue avec des propositions nombreuses en ligne. En quoi ça change les fake news dans la manière d'appréhender son métier aujourd'hui pour un journaliste de Ouest France, par exemple ? En fait, le journalisme, c'est quoi ? C'est d'essayer de se rapprocher au plus près de la vérité. Les fake news, il y en a toujours eu, c'est vieux comme le monde, sauf qu'aujourd'hui, elles sont diffusées très rapidement, elles font le tour du monde. Elles ont un aura qu'elles n'avaient pas il y a encore quelques années. Voilà, exactement. Donc, notre travail, c'est aussi de s'attacher à les démonter. Et tous les jours, il y a des fausses informations qui circulent, parce que sur Internet, on trouve de tout. Voilà. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que les gens qui s'intéressent à l'actualité de qualité vont se tourner vers des médias en qui ils ont confiance. Voilà, c'est ça la différence. Et dans l'actualité, il y a bien évidemment le Covid. Comment, éditorialement, la rédaction de Ouest France a couvert cette crise sanitaire que nous traversons ? Eh bien, en fait, elle l'a d'abord vécue avec tout le monde, parce que je veux dire, la crise, on la vit tous ensemble. Donc déjà, ça nous met tous au même niveau et c'est très bien. Ensuite, elle l'a fait en essayant d'être à la fois extrêmement précise sur l'information autour de la santé, parce que c'est un sujet très complexe sur le plan scientifique. Mais surtout, on s'est rendu compte que les gens avaient énormément de choses à dire pendant cette crise. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse un effort majeur pour que les gens puissent s'exprimer. Voilà, donc on leur propose de poser des questions sur l'actualité. Je pense qu'elle nous a encore un peu plus rapprochés de nos lectrices et de nos lecteurs. Ça, on en est absolument convaincus. C'est l'un des enseignements que vous tirez ? Ah oui. On était proche des gens. Enfin, je pense qu'à Ouest France, on a toujours cultivé ça. Encore plus aujourd'hui. Mais encore plus aujourd'hui, je le crois. Parce que voilà, on a pris la peine d'être avec les gens. Il n'y a pas les gens et les journalistes, on est tous ensemble. Et puis voilà, on essaie. Et vos rubriques se sont aussi enrichies de la même façon ? Oui, on a même créé des postes de journalistes pour recueillir les questions des lecteurs. Vous voyez, donc on a des journalistes dont c'est le métier et qui sont en permanence en conversation avec les lectrices et les lecteurs. Voilà, pour savoir quelles sont les informations qui les intéressent et quelles questions ils se posent après qu'on ait publié des informations. Alors comme toute la presse en général, l'enjeu du numérique est au centre de toutes les attentions. Ça fait 30 ans qu'existe la semaine de la presse à l'école. Oui, 32 ans. Ouais. Et le Clémy, 38 ans, 39 ans. Ouais. Et le grand changement dans tout ça, on peut dire que c'est le numérique ? C'est ce qui change énormément la donne. Il y a eu des évolutions successives, mais évidemment, dans l'éducation aux médias comme partout dans la société, le numérique a... Alors, oui, modifier la donne, oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure... Par sa viralité. François-Xavier Lefranc, 180 millions de personnes qui ont cliqué, en tout cas, sur votre site. Est-ce qu'on a une idée des personnes ? Qu'est-ce qui vient sur Ouest France pour voir quoi et quand ? En fait, on a un lectorat extrêmement divers. Sur notre plateforme numérique, on trouve évidemment l'information locale, nationale, internationale. J'en parlais, on trouve le sport, la culture, on trouve plein d'informations pour des jeunes publics. Et en fait, les gens viennent aussi nous lire. Les gens de l'extérieur viennent nous lire aussi pour les informations du monde, puisqu'on propose chaque jour une synthèse. Donc en fait, c'est un ensemble de choses et on a un lectorat très divers. Finalement, on touche un public très large, avec des gens très différents, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, enfin des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui sont... Et c'est ça, Ouest France. Donc voilà, on a beaucoup de sujets qui sont abordés. Une petite question aussi de nos téléspectateurs qui revient souvent. On parle souvent des push, c'est dans notre jargon, et les notifications sur les téléphones. Qu'est-ce qui fait qu'une info ira en notification plutôt qu'une autre ? Alors les push, c'est donc ces petits messages que les gens reçoivent sur leur écran. Déjà, il faut les demander. Vous êtes spécialiste quand même dans la région, parce que vous en envoyez beaucoup. Oui, alors il faut les demander. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même décider de ne pas en recevoir ou décider lesquels vous souhaitez recevoir. Et puis après, on envoie un push. C'est-à-dire quand une information est diffusée, on le fait savoir aux gens qui sont abonnés. Et on leur dit, voilà, cette information, elle est accessible, vous pouvez venir la lire. C'est une façon d'aller vers eux, d'attirer leur attention. Je disais tout à l'heure, notre pari finalement, c'est d'aller vers nos lecteurs. Il y a le push, il sert aussi à ça, à alerter la lectrice ou le lecteur que voilà, l'information est tombée. Et les jeunes aiment beaucoup les push. Alors on va écouter à présent ce témoignage de Victor qui nous explique comment il consomme, lui, l'information régionale. Je ne lis pas la presse quotidienne régionale car je fais partie des personnes qui cherchent l'information, notamment sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est tellement rapide aujourd'hui que on préfère prendre 3 ou 4 secondes pour chercher une information plutôt que de
prendre 4 ou 5 minutes à les lire dans des textes, à chercher une information au milieu de plusieurs paragraphes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, un format très adapté pour l'information, c'est le format des applications, des notifications qui vont nous permettre de voir toutes les informations, mais pas forcément en détail. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant pour quelqu'un comme moi de trouver une information vraiment ciblée. Marie-Aimée Biosca, j'imagine que ce sont des témoignages que vous entendez dans les classes dans lesquelles oui, vous alors intervenez. nous, on s'adresse vraiment à un public très large, depuis le premier degré, la maternelle, jusqu'en terminale. Donc ce genre de témoignages, oui, on les entend aussi. Mais ce que je peux constater, moi, c'est que, en fait, peut-être que cette révolution numérique a permis aux jeunes de davantage s'informer, parce que le format papier, réellement, moi qui ai un peu de recul dans la pratique de l'éducation aux médias, ça a toujours été compliqué. Ouest France, en classe... au collège, c'était... Alors aujourd'hui, on est peut-être passé carrément au stade de l'incompréhension. Ils se demandent qui peut lire encore ces formats et ce volume. Ça pose la question de comment ils s'informent alors, ces jeunes ? Mais peut-être du fait de l'apparition de ces nouveaux supports, ils s'informent peut-être davantage. Effectivement, les médias en face se sont adaptés, on le constate tous les jours, avec une information qui répond à davantage de rapidité, bien sûr. Mais il y a un véritable goût pour l'information, une véritable curiosité pour ça. Quand on entend le témoignage de Victor, François-Xavier Lefranc, ça nous oblige, nous, en tant que journalistes, à revoir nos formats, à les faire évoluer pour répondre aux attentes de ces jeunes. Tout à fait. Ce que dit Victor, en fait, ce qui est important, c'est qu'il veut de l'information, il aime l'information. Et les jeunes sont très en attente d'information. Et ça, je trouve que c'est extrêmement rassurant. Ensuite, c'est à nous de nous adapter. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on développe la vidéo, on développe le podcast, on développe aujourd'hui les stories, par exemple, qui sont des petits formats qui mêlent le son, la vidéo, le texte, pour être accessible à des lecteurs qui nous attendent sur ces supports-là. Et puis le journal, il continue à se développer, il continue à se transformer. On a inventé des rubriques pendant la crise. Donc le journal, il y a toujours évidemment beaucoup de gens qui le lisent, et il doit lui aussi se transformer. Donc en fait, tous les supports doivent se transformer, s'adapter à leurs lecteurs. Mais ce qui est rassurant, je me répète, mais c'est que les jeunes, et en plus c'est un lectorat exigeant, très exigeant. Et je trouve que c'est une de ses grandes qualités. D'ailleurs, au Clémy, vous vous associez au journal Ouest France pour participer à tout cela. Vous parliez en introduction je ne sais pas si c'est l'expression que vous avez utilisée, de poids lourd de la presse régionale. Effectivement, la Bretagne a... Institution, c'est moi qui parle de poids lourd. On a effectivement en Bretagne 2 poids lourds de la presse régionale, autant quantitativement que qualitativement. Et de fait, l'éducation aux médias a aussi un statut historique dans cette région. Et les collaborations sont nombreuses depuis très longtemps, avant les questionnements liés au numérique. Et c'est à ça que vous vouliez en venir, je crois, en particulier durant cette semaine de la presse, proposer un défi par jour, un jour une actualité, un défi en collaboration avec Ouest France, qui nous a fourni des documents par l'intermédiaire de Sébastien Grosmaître. Et à chaque jour, il y a un défi très simple, mais en fait qui a pour objectif d'aborder les fondamentaux de l'éducation aux médias. Donc ce matin est parti dans les établissements un article sur les Infox qui vient du journal. Et l'exercice consiste simplement à titrer, à proposer des titres avec 2 petites ressources, une vidéo qui a été faite chez vous sur la thématique des Infox, et puis une fiche technique sur la façon dont on titre un article. Donc aujourd'hui c'est un titre, demain c'est une photo à légender et à recadrer avec une légende qui va lui faire dire autre chose que ce qu'elle est censée dire au départ. Ça va être un dessin de chaud nu sans parole. En fait, on va enlever le texte et les élèves vont devoir imaginer ce que va pouvoir dire le personnage sur le dessin. C'est une infographie à faire parler et c'est un mème, mais on y reviendra peut-être. Plein de collaborations. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à notre dossier du jour. On retourne à présent à la rédaction du journal de Fougères, où Evan nous a fait une petite infidélité ce matin. Oui, enfin, des infidélités à une fantaisie. On est complémentaires, la télé et la presse quotidienne régionale. C'est une grande histoire de famille, chacun son rôle. Bonjour Manuel. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef ici à la Chronique républicaine de Fougères. C'est quoi le rôle justement du rédacteur en chef ? Coordonner, animer, faire en sorte que tous les journalistes puissent s'épanouir et réaliser les sujets les plus complets pour les lecteurs. Donc l'idée, c'est vraiment, si on pouvait être un peu prétentieux, chef d'orchestre. Animer l'équipe.
Ouais, bah, il en faut bien. Hein, Exactement. Donc, vous êtes une équipe de combien de personnes? Donc on est 4 journalistes à fonctionner à temps plein et une équipe de 11 correspondants qui sont dans les différentes communes du territoire et qui sont nos yeux, nos oreilles et qui nous rapportent de l'information sur leur commune. Alors justement, je vais vous demander de vous lever parce que je profite d'être chez vous pour répondre à plein de questions que j'ai toujours eues. Avec plaisir. Votre journal, il sort tous les jeudis. Comment est-ce que vous le construisez? Si on fait un peu machine arrière, comment est-ce que ça se passe pour sortir un journal tous les jeudis? Donc à la rédaction, tous les jeudis matins, on se réunit vers 9h. On est tous les 4 dans une salle et là, on échange. Donc l'idée, c'est vraiment de poser sur la table tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on peut connaître du territoire, tout ce que nos correspondants nous ont remonté. Et là, donc, on échange. On décide de ce qu'on va traiter, de comment on va le traiter, de qui va le traiter. Et dans la discussion, souvent, voilà, on arrive Parce que vous mettez tout ça sur votre tableau. Exactement. Ça, c'est le résumé. Ça peut être le résumé d'une semaine de travail. Bon, tout n'est pas dessus, parce que j'ai pas eu le temps de tout finir, mais on a les sujets de la semaine, quelques pistes pour les semaines suivantes, et un peu plus loin, et les dates de congé, mais ça, c'est autre chose. Donc, ensuite, on voit que vous prenez beaucoup de vacances. Non, je rigole. Ouais. Donc, en fait, ça vous permet d'étaler vos différents reportages sur la semaine. La date fatidique du bouclage avant l'impression, c'est quand? Alors, nous, on sort le jeudi matin et on doit envoyer la dernière page à 16h30 le mercredi. Ah, donc ça vous laisse le temps de vous adapter à de l'actualité un peu plus chaude. Si du chaud tombe le mercredi, on est en capacité de le traiter. Ça, c'est plutôt une souplesse qui est agréable. Ouais, ça vous arrive souvent? Rarement, mais le jour où ça arrive, il faut qu'on soit efficace. Ça nous arrive quand il y a des événements climatiques, ça nous arrive quand il y a des faits divers, ça nous arrive, mais à chaque fois, on a su arrêter ce qu'on faisait et puis concentrer nos efforts sur ces actualités-là. Et est-ce que quand il y a eu le confinement en mars dernier, ça a chamboulé quelque chose pour vous? J'imagine que oui, mais à quelle échelle? Ça a tout bouleversé parce que ça nous est tombé comme tout le monde sur la tête du jour au lendemain, sans savoir à quelle sauce on allait être mangé. Donc il a fallu se réorganiser, s'adapter. On a tout changé notre organisation. On s'est retrouvé finalement sans aucune matière au préalable. On avait avant de la vie associative, de la vie sportive. Tout s'est arrêté. Et là, on s'est retrouvé dans un rôle finalement où on était vraiment dans le lien social, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait intéresser les gens devait passer par nous. Et on s'est rendu compte finalement que les gens venaient aussi chercher l'information chez nous. On a fait des pics d'audience sur notre site internet pendant le confinement parce qu'on publiait de l'information service souvent qui avait du sens pour les gens dans cette période-là. Bon, rapidement, qu'est-ce qui vous motive tous les jours à vous lever et à venir ici travailler le matin? Ça, rendre service, donner des informations qui ont du sens pour les gens dans leur vie quotidienne, les informer sur des choses dont ils n'ont pas connaissance. Là, la semaine dernière, c'était une grande surface qui s'agrandit, personne n'était au courant. Voilà, on l'a annoncé, on a expliqué aux gens. C'est vraiment ça qui nous anime, c'est donner la bonne info au bon moment. Bon merci beaucoup en tout cas Manuel. En plus la bonne info au bon moment, ça tombe bien, Fantais dans la rubrique People. On parle de ton footing sur la plage de ce week-end. Incroyable. Allez, à toi. Tout à l'heure. On passe maintenant à notre volet emploi. Ce sont nos MacGyver du PC. Dans le secteur informatique, de nombreux postes restent à pourvoir. À quoi ressemble le quotidien d'un technicien informatique? Regardez ce portrait. Il y a l'ancien Presta qui s'occupait des serveurs. Ils vont faire une migration et ça sera plus les Presta, ça sera peut-être nous qui allons récupérer toute la migration. Bonjour, je m'appelle Dany Campos de Jésus, j'ai 22 ans et je suis technicien informatique. Technicien informatique, c'est une personne qui a une connaissance en informatique et qui essaye d'apprendre comme un professeur à une autre personne. Comme un client pourrait me donner des savoirs que je ne connais pas, moi je lui donne une connaissance en informatique et j'essaye de lui montrer comment régler son problème. Oui, bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien. Alors, avec mon collègue, on a fait pas mal de mises à jour sur le serveur. Et actuellement, on a trouvé ce qui générait une problématique entre votre poste et le serveur. La prise d'appel, ça peut être un problème avec un compte. On n'a pas le mot de passe. On essaie de se connecter, on voit que c'est pas synchronisé. Le client nous appelle, il crée un ticket. Et nous, de notre côté, on essaie de solutionner et de venir en aide au client. Ce
qui m'a donné envie de travailler en informatique, c'est que je suis fan de technologie. Et quand j'étais petit, je me suis dit, plus tard, j'aimerais travailler dans le domaine de l'informatique, des PC, tout ce qui me passionne. Cette boîte-là m'a offert une possibilité en CDI de travailler dans l'informatique. Donc j'ai commencé en tant que technicien, donc en passage sur site, aller chez les clients, donner un service. Et aussi après je suis allé dans le call center, donc appeler les clients, gérer tout à distance. Au bout de cette année-là, j'ai fait cette transition de technicien à manager d'équipe. Pour moi, je suis peut-être manager sur le papier, mais c'est quand même mes collègues, donc j'aime bien donner un petit coup de pouce, montrer que je suis là pour eux. Pour moi, c'est un épanouissement professionnel. C'est vraiment, moi, je travaille pour m'épanouir, me dire qu'à la fin de la journée, j'ai aidé des personnes et que je suis satisfait de ce que je fais. Je peux comprendre que certaines personnes sont vraiment perdues face à cette nouvelle technologie. Donc on est les petits super-héros de la technologie, quoi. Et oui, nos super-héros de la technologie nous sauvent bien la mise, bien des fois. Pour en savoir plus sur les perspectives d'emploi en Bretagne, Aurélie Jouet de Pôle emploi Rennes nous a rejoint. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors on peut le dire, le technicien informatique, c'est un peu le monsieur urgence de toutes les entreprises. C'est un peu ça, oui. Il veille aussi au bon fonctionnement des matériels et des logiciels. Et puis, il accompagne les personnes ayant des problèmes avec leurs outils informatiques afin de les régler au plus rapide. Ça demande donc beaucoup de qualité humaine d'agir dans l'urgence quand on sait que parfois on est souvent pressé quand on a un problème informatique. Oui, il faut avoir un bon relationnel et puis beaucoup de patience parce qu'on peut se retrouver, comme il le disait dans le portrait, devant des personnes qui ne connaissent pas vraiment l'informatique et des fois des personnes qui peuvent être énervées. Et donc, il faut pouvoir réussir à dépanner la personne et sans que ça parte dans tous les sens, quoi. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer ce métier ? Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir un diplôme, il existe des formations de bac à bac plus 3. Et sinon, il y a des possibilités de se former en reconversion sur des formations préalables à un recrutement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de former des personnes ayant une compétence, des appétences dans ce domaine, afin qu'elles aient toutes les compétences pour pouvoir occuper le poste final. Par exemple, on a une entreprise actuellement qui recherche 14 techniciens informatiques pour pouvoir réaliser cette formation sur Rennes. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions. À la prochaine. Parlons à présent d'un sujet de santé publique. Le tabou autour des règles est loin d'être levé, mais des voix s'élèvent de plus en plus pour lutter contre la précarité menstruelle. Explication dans ce sujet. Tu mets quoi dans ce carton ? Des tampons, des serviettes hygiéniques et des cups. C'est pour une collecte. En France, près de 2 millions de femmes, dont 270 000 étudiantes, souffrent de précarité menstruelle. Ne pas avoir les moyens de s'acheter des produits d'hygiène intime empêche ces femmes en difficulté de vivre leurs règles dignement. Cette situation peut provoquer de graves troubles physiques, mais aussi psychologiques, perte de confiance en soi, difficultés d'insertion. Des associations sont engagées pour lutter contre la précarité menstruelle. Pour les aider, vous pouvez tout simplement faire un don ou vous impliquer davantage. Participez à des collectes ou organiser la vôtre. C'est très simple, il suffit d'aller par exemple sur le site de l'association Règles élémentaires, tout est expliqué. Nadège est bénévole dans cette association. Mon histoire avec Règles élémentaires a commencé en 2016 et en 2017, j'organisais ma première collecte à un moment où le sujet de la précarité menstruelle était un non-sujet et le tabou des règles encore plus fort qu'aujourd'hui. En 2021, je poursuis mon engagement chez Règles élémentaires parce que je sais qu'ensemble on est plus fort, qu'ensemble on peut lutter contre les tabous, aider les plus fragiles d'entre nous et parce qu'ensemble on peut changer les règles.
Vous aussi, rejoignez ou soutenez une association pour changer les règles et aider des femmes en difficulté à retrouver santé et dignité. Changer les règles, s'engager pour que chacun retrouve sa dignité, c'est aussi le combat de votre association Laure Anna Galéandro Diamant. Alors votre association s'appelle Bulle Mobile. Alors la dignité, ça passe par l'hygiène corporelle et vous avez décidé de monter une salle de bain mobile à destination des sans-abri. Tout à fait. Alors, précision, l'association s'appelle Bulle Solidaire. Bulle Solidaire, d'accord. Et le projet de camping-car douche s'appelle Bulle Mobile, effectivement. Merci. Le but étant de permettre l'accès à l'hygiène corporelle pour toutes et tous, alors notamment la précarité menstruelle, mais aussi tout ce qui est lié à ça. L'association existe depuis 3 ans et en fait, on distribuait des produits d'hygiène corporelle et on s'est rendu compte que certaines personnes les refusaient. Pas parce qu'elles n'en avaient pas besoin, mais parce qu'en fait, elles n'avaient pas de douche ou pas d'accès à l'eau. Il existe des structures sur Rennes qui permettent justement aux personnes d'aller se doucher, mais certaines personnes, pour différentes raisons, ne peuvent pas se déplacer, ou en tout cas pas sur ces structures-là. Donc le but, c'est d'aller vers les personnes qui en ont besoin. C'est ce qui vous a poussé à déclencher cette étape supérieure après le don de produits d'hygiène, carrément la salle de bain. Tout à fait, c'est ça. Alors clairement, certains doivent choisir entre manger ou se laver, c'est ce que vous dites souvent dans vos interviews ? Exactement. En fait, quand on pense à la solidarité avec les personnes en situation de précarité, on pense à l'accès au logement, à la nourriture et aux vêtements, qui sont des besoins essentiels, bien évidemment. Mais l'accès à l'hygiène corporelle, c'est important pour des questions de santé, pouvoir se brosser les dents, changer ses serviettes hygiéniques ou tampons régulièrement, mettre de la crème hydratante sur sa peau, mais aussi pour des questions d'estime de soi, envisager d'aller à un entretien d'embauche ou retrouver sa famille sans avoir pu se coiffer, se laver les dents, c'est quand même pas simple. Alors votre initiative a été largement soutenue lors du confinement, pendant une campagne participative. Il vous a surpris cet élan de solidarité ? Effectivement, en fait, on avait le projet donc, de Bulle Mobile depuis un petit moment et on souhaitait lancer cette campagne de financement participatif et le confinement est tombé. Et là, on s'est dit, bon, c'est soit maintenant, soit on attend dans 2-3 ans. Et on a tenté un peu le tout pour le tout et grâce à la générosité de particuliers, 260 personnes exactement, on a réussi à récolter 20 000 € en moins d'1 mois, ce qui était assez fulgurant. Le Covid a renforcé cet élan de solidarité selon vous ? C'est une hypothèse, effectivement. En tout cas, le Covid n'a pas empêché cet élan de solidarité. Et qu'est-ce que vous disent les gens qui ont participé à cette campagne ? Alors, il y a pas mal de personnes qui ont pris conscience de l'importance de l'accès à l'hygiène, et notamment du fait du Covid, même des personnes qui avaient leur propre logement, mais de se dire, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un petit savon pour se laver les mains quand je rentre à la maison, quand j'ai une maison en tout cas. Et puis, voilà, c'est vrai que le Covid a renforcé cette envie d'aider les personnes qui en ont le plus besoin, c'est sûr. Et à quoi va ressembler cette salle de bain? Pas facile d'aménager ça dans un camping-car, j'imagine. Alors, actuellement, le camping-car est parti pour les travaux. Le but étant, il est en très bon état, mais le but étant de casser l'intérieur à l'arrière, où il y a actuellement un lit et une toute petite salle de bain cabine pour faire une vraie grande salle de bain, entre gros guillemets, comme à la maison, où la personne pourra se déshabiller, poser ses affaires, sans que ça risque d'être mouillé par la douche, et prendre vraiment le temps de prendre soin de soi, sachant qu'on conserve aussi la partie salon, en fait, qui est plutôt à l'avant du véhicule, pour aussi prendre le temps de boire un café ensemble, d'échanger, et que les bénévoles de Bulle Solidaire puissent éventuellement, si besoin, orienter les personnes vers d'autres structures d'accompagnement. Il va falloir aussi parfois les convaincre, parce que c'est pas évident aussi pour eux de s'autoriser cette douche. Je pense qu'il y aura aussi la parole qui va entrer en jeu, créer des liens. Alors convaincre, oui et non, parce que le but c'est pas de forcer les personnes. On fait déjà depuis quasiment 3 ans des maraudes dans les rues de Rennes toutes les semaines, donc on a une équipe bénévole qui est au contact aussi des personnes concernées. On travaille aussi en lien étroit et en partenariat avec toutes les structures rennaises, donc on compte justement sur tout ce maillage associatif pour diffuser l'information une fois que le véhicule sera prêt et permettre au plus grand nombre d'en profiter en tout cas. Vous avez une date pour la mise en service? Non, alors on n'a pas de date exactement. C'est comme quand quelqu'un fait construire une maison, les travaux ça prend plus de temps généralement que ce qui est prévu, mais en tout cas on aimerait pouvoir avant l'été, au printemps avant l'été en tout cas. On l'espère pour vous en tout cas. Merci Laure Anna Galéandro Diamant d'être venue nous présenter votre initiative. Allez, c'est l'heure d'aller retrouver Evan, direction Fougères. Bon Christian, je compte sur vous pour faire un article sur notre émission dans le prochain numéro. Oh bah, évidemment. Évidemment. Bon. Alors, j'avais une question que je me suis posée depuis que je suis tout petit. Qu'est-ce que vous faites des invendus des journaux? Ça doit arriver. Forcément, oui, ça arrive, puisqu'on a en gros chaque semaine environ 20% de notre tirage qui nous revient en invendus. Et donc ces journaux-là sont récupérés en fait par une association
qui vient les chercher chaque semaine et qui valorise les journaux auprès d'une entreprise spécialisée et qui récupère donc chaque semaine, bon après c'est mensualisé, mais qui récupère des sous pour les distribuer à une association humanitaire qui finance des projets vers l'Afrique. Et alors à l'inverse, votre journal il sort le jeudi, mettons le samedi, quand vous aurez mis justement l'article sur notre émission, le samedi vous n'en avez plus, tout est vendu. Est-ce que vous pouvez en ressortir? C'est ce qui va arriver, sans aucun doute. Donc là, de toute façon, on peut être très réactif parce qu'on garde toujours, en fait, ici, un talon de journaux. On peut garder 200-300 exemplaires chaque semaine. Et si un diffuseur nous signale qu'il n'en a plus, eh ben, on prend notre voiture, tout simplement, et on va lui apporter les journaux qui lui manquent. Donc ça, on est très réactif là-dessus, en fait. Comment est-ce que vous financez un journal? Alors, un journal est financé sur plusieurs canaux. La vente au numéro, bien sûr, qui représente en gros 50-55% de nos recettes. En ce qui vous concerne, c'est 1,70 €. 1,70 €, voilà. Donc on en vend 11 000 exemplaires en gros par semaine, donc vous faites le calcul. Après, donc, la deuxième partie de nos recettes provient de la publicité. Donc ce sont de la publicité de commerces locaux, généralement, qui sont démarchés donc, par notre équipe commerciale. Et on a une partie aussi petites annonces, donc des petites annonces très locales. Alors ça peut être le gars qui vend sa voiture, qui vend sa maison, et des petites annonces. On a aussi beaucoup de petites annonces de rencontres. Ah oui. Donc des voilà, des hommes et des femmes du pays de Fougères qui cherchent l'âme sœur. Donc là, Est-ce qu'il y a eu des petites annonces assez cocasses? Ah bah, il y en a des croustillantes, oui, toutes les semaines. Il y a même récemment donc, une dame qui est venue pour poser une petite annonce pour son fils de 35 ans, toujours célibataire, donc le Tanguy du pays de Fougères. Donc elle a voulu le caser via la chronique républicaine. Bon, alors, juste avant de se quitter, vous cherchez des correspondants, vous nous le disiez tout à l'heure. Quelles sont les qualités d'un correspondant pour la chronique républicaine? Alors, un correspondant, pour resituer les choses, c'est donc c'est quelqu'un qui travaille sur sa commune, donc, ou sur un rayon de 2-3 communes, et qui nous fournit des informations de cette commune. Des informations sur la vie associative, sur les événements, sur les animations, etc. Donc, le profil type du correspondant, c'est quelqu'un qui a du temps, notamment le week-end, parce que les gens sortent essentiellement le week-end ou le soir. Et donc qui est assez réactif, qui sait écrire correctement le français, faire des photos. Et très rapidement, sur quel secteur? Alors on recherche essentiellement, là pour l'instant, sur la partie est de la ville de Fougères. Bon, bah voilà, le message est passé. Merci beaucoup, c'est déjà la fin. Merci. N'hésitez pas à vous ruer dans les kiosques, acheter la chronique républicaine, enfin surtout le numéro de la semaine prochaine, puisqu'on sera dedans. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin au programme d'Ensemble C'est mieux. Demain, notre dossier dur sera consacré à nos désirs de voyage qui évoluent avec le Covid. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous.